Dans le Lot-et-Garonne, ces agriculteurs ont pris la route dès hier soir, direction Paris. Plus de 600 km en tracteur pour faire entendre leurs revendications. Depuis 2 ans, on voit bien que ce gouvernement est incapable de nous apporter des solutions. Aujourd'hui, 75% des structures agricoles sont en difficulté financière. On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui en France, des rassemblements ont été recensés dans de nombreux départements. Du Gers à la Drôme, en passant même par la Corse ou encore les Ardennes. Une mobilisation massive. Dans la ligne de mire des agriculteurs, l'accord de libre-échange avec les États du Mercosur, la politique agricole commune européenne ou encore la stratégie gouvernementale contre la dermatose. À Matignon hier, organisation d'une réunion à huis clos. Pas moins de 11 ministres rassemblés par le premier d'entre eux pour tenter de circonscrire l'incendie. Pourtant, depuis lundi, les choses semblaient bien amorcées. Les responsables syndicaux se sont succédés, reçus tour à tour par Sébastien Lecornu. Épilogue des consultations mardi soir. C'est ce que nous a dit le Premier ministre. Il annoncera d'ici la fin de la semaine, donc nous sommes mardi soir, d'ici vendredi, les mesures qu'il entend très concrètement mettre en place. De son côté, la coordination rurale maintient la pression, avec ses cortèges en route vers la capitale. On veut pouvoir rentrer pacifiquement dans Paris. Bon, on n'est pas là pour tout casser. S'il faut qu'on finisse d'y arriver, je sais pas, même en sous-marin par la Seine, on va y arriver. Hein. Moi, je vous le dis, on aura peut-être perdu des troupes, mais on arrivera dans Paris, sur des lieux symboliques, pour porter nos doléances. On peut manifester, mais on ne peut pas bloquer Paris. On ne peut pas bloquer Rungis, qui nourrit 10 millions de Français en Île-de-France. C'est elle, Annie Genevard, qui doit déminer ces dossiers éminemment sensibles dès aujourd'hui à Bruxelles, avec en question centrale la signature du Mercosur. Si le président de la République vote pour le Mercosur après toutes les déclarations, il prend le risque d'une censure. L'exécutif semble plonger dans l'embarras, sur une ligne de crête. Alors que des annonces se font toujours attendre, la question qui fâche ce soir, la voici. La France peut-elle sortir de la crise agricole ? François Jolivet, David Cormand, est-ce que d'abord la signature de l'accord avec le Mercosur fait encore un doute ce soir, François Jolivet ? Écoutez, j'ai un député européen à ma droite, il connaît bien le processus. Si cet accord, qui est pré-signé aujourd'hui, quelque part, dans la forme, était signé officiellement, il appartient au Parlement européen de délibérer sur le sujet, pour le ratifier. Et comme ce sont des compétences partagées entre l'Union européenne et la France, il faudra que le Parlement français le ratifie. Vous voulez dire que ce n'est pas exactement la fin de la partie ? C'est-à-dire que je pense il n'est pas dit qu'Ursula von der Leyen soit au Paraguay la semaine prochaine ? Ma rigueur intellectuelle m'impose de dire que si la présidente de la Commission le signe, c'est qu'il y a une majorité d'États qui est favorable, quel que soit le vote du président. Et on a bien vu les atermoiements entre les Polonais qui nous soutiennent, les Italiens qui nous soutiennent un coup puis qui nous soutiennent plus après, parce que tout ça se fait en miroir, si j'ose dire, de la réforme de la PAC, où tous les pays essayent de mélanger les fonds structurels FEADER et puis FEDER et la politique agricole commune. On va parler de l'Italie dans un instant justement avec Lou Fritel. David Cormand, vous avez la même lecture que François Jolivet ? D'abord pour que... C'est pas fini ? Non, mais d'abord pour que tout le monde comprenne bien, parce que quand on dit l'Union européenne, c'est 3 institutions. C'est pas une, c'est 3. Il y a le gouvernement, l'équivalent du gouvernement, ça s'appelle la Commission, avec l'équivalent d'une première ou d'un Premier ministre, c'est Madame von der Leyen. Madame von der Leyen, quelque part, elle a fait un coup de bluff. C'est au moment, d'ailleurs, je crois que c'était le moment de la dissolution en France. Elle a été en Amérique du Sud pour... Ça a été présenté, elle a signé le Mercosur. En fait, elle a signé l'arrêt des négociations. Donc on a un accord avec ces 5 pays d'Amérique du Sud qui constituent le Mercosur. Il n'y a plus de négociations. C'est fini. L'accord, il est figé. Ensuite, il faut qu'il soit ratifié. La ratification, elle se fait en 2 étapes. D'abord, les États, ça c'est la deuxième institution de l'Union européenne, c'est les conseils, c'est les 27 États, où la France, jusqu'à maintenant, essaye de trouver une minorité de blocage pour empêcher le fait que le Conseil ratifie. Si elle n'y arrive pas, c'est-à-dire s'il y a une majorité qualifiée suffisante pour dire « nous, le Conseil, on est d'accord », il y a une 3e étape qui est le Parlement européen. C'est la 3e institution, c'est un triangle de l'Union européenne. Et là, la partie n'est pas jouée. En fait, on va voir ce que vont voter les parlementaires européens. Et ça va être très disputé.
C'est disputé parce que il y a différents groupes qui sont d'accord sur rien, ça va vous faire plaisir, entre les écologistes et l'extrême droite, pourquoi dites-vous ça gratuitement à Laurent Guimier? Qui sont d'accord sur rien, mais sur le Mercosur, ne veulent pas voter pour. Bon. Et à l'intérieur des groupes, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'en France, c'est pour ça que j'entends M. Retailleau dire moi je suis pour la censure de ce gouvernement, mais sur ce coup-là, pas le sujet. Il y a une unanimité quasi de toutes les forces politiques françaises, de tous les parlementaires français pour dire on ne veut pas de cet accord avec le Mercosur. Ça, c'est clair. Les LR, pour le coup, au Parlement européen. Mais mais la famille politique, c'est pour ça que Retailleau, auquel il appartient, il est patron des LR français, Retailleau. C'est le chef du parti, membre du parti PPE européen, du deuxième pays de l'Union européenne, qui fait un numéro de claquette pour dire moi je vais censurer Macron. S'il y a une question du Mercosur, c'est que c'est une exigence du patron du parti de droite de M. Retailleau au niveau européen, qui est allemand, qui s'appelle Manfred Weber, et une ambition de von der Leyen, qui est membre du PPE, allemande aussi, qui veut le Mercosur. Donc c'est eux qui doivent censurer. C'est pas en France qu'on va censurer, il n'a qu'à censurer von der Leyen. Mais d'ailleurs, les LR ont essayé de censurer von der Leyen. Oui, mais ils appartiennent quand même au groupe PPE, et donc ils leur donnent de la force. Oui, ils ne vont pas se couper un bras. Bien sûr, et ils sont même, comment il s'appelle Xavier Bellamy. Oui, il est trésorier du parti européen PPE. C'est pas un renégat du PPE. Il en est le numéro 3. Trésorier, c'est important. Bon. Donc en fait, là, il y a les groupes politiques et il y a les pays qui ont des approches et des analyses différentes. Par exemple, la gauche espagnole et portugaise, le reste de la gauche européenne est plutôt critique. Ouais. Mais eux, ils sont pour d'autres raisons historiques. Puisque le Mercosur, c'est des anciennes colonies espagnoles, portugaises, donc ils se disent, nous, avoir un lien renforcé avec cette partie du monde, c'est pas plus mal pour nous. Il y a un autre type d'analyse qui est de dire, avec les enjeux géopolitiques nouveaux et Trump... Le Venezuela n'est pas loin du Paraguay, de l'Uruguay et du Brésil. Le Venezuela est un membre exclu du Mercosur. Oui. Il y a 5 membres. On est autour. Il en est exclu, mais il était membre à l'origine du Mercosur. Pour moi, c'est un mauvais argument, mais c'est un argument qu'on entend, de dire attention, il faut quand même trouver des alliés. Et dernier point, parce que M. Jolivet disait à juste titre qu'en principe, il faudrait que cet accord, après, soit validé par les 27 États. Sauf que là, il y a une petite astuce, c'est qu'il coupe l'accord en deux. Il y a l'aspect commercial, qui est une compétence européenne, donc il n'y a pas besoin d'avoir l'avis des parlements, et il y a l'aspect partenariat politique, qui est en fait le plus intéressant en vrai, y compris par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les questions diplomatiques. Et ça, c'est une compétence partagée. Donc le pire, c'est qu'on va avoir la pire partie de cet accord, qui est l'aspect commercial, mais l'aspect qui aurait pu être positif, qui est le partenariat politique, celui-là, on ne l'aura jamais. C'est ce qui s'est passé avec l'accord avec le Canada, où en fait, on ne le ratifie jamais complètement. On garde que l'aspect commercial. Vous en parliez il y a un instant, on va y revenir avec Lou Fritel. Il se trouve quand même qu'Emmanuel Macron est un peu esselé sur la scène européenne, depuis notamment qu'il a été lâché par l'Italie de Giorgia Meloni il y a quelques heures. Oui, alors il y avait quelques signes avant-coureurs tout de même. Donc petit rappel des faits. Il y a un mois, à la mi-décembre, Giorgia Meloni, qui était pour le Mercosur, a changé son fusil d'épaule et a fait une alliance qu'on n'imaginait pas forcément se former avec Emmanuel Macron pour faire pression sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et ça, c'était assumé de la part des Italiens de façon à obtenir une rallonge sur la politique agricole commune. En France, on a crié cocorico comme si ça y est, on avait réussi à on avait gagné un allié pour une minorité de blocage. Tout à fait. En réalité, et même Emmanuel Macron le savait, Annie Genevard le savait, et ce n'était pas caché, en réalité, tout le monde savait qu'on ne gagnait que du temps en vue de cette politique agricole commune. Alors, elle voulait obtenir une rallonge sur cette PAC, elle l'a eue. Et elle l'a eu en début de semaine. On a eu 45 milliards. Je sais que vous tirez un peu la tête parce que ça ne permet pas non plus d'arriver à l'enveloppe qu'on avait précédemment. Et surtout, c'est une avance en fait sur trésorerie. C'est plus une avance qu'une rallonge. C'est tout à fait une avance sur trésorerie. Oui, c'est un déblocage de façon anticipée de 45 milliards d'euros.
Voilà. C'est une avancée. Imaginez-le comme ça. C'est pas une augmentation. Mais c'est une petite rallonge, et sachant que Giorgia Meloni a eu aussi des agriculteurs qui sont sortis dans son pays pour aller manifester contre le Mercosur. Elle s'entend bien avec le patron des syndicats agricoles, mais même lui était contre. Donc effectivement, il y avait aussi des gestes politiques à faire. Et Giorgia Meloni, dès qu'il y a eu cette avance sur salaire, cette avance sur enveloppe, s'est précipitée sur son téléphone portable et elle a tweeté « J'accueille favorablement la décision de la Commission européenne de modifier, comme l'avait demandé l'Italie, le nouveau cadre financier pluriannuel proposé, ce qui démontre que l'approche pragmatique du soutien à l'agriculture européenne, défendue avec détermination par le gouvernement italien, trouve un écho croissant à Bruxelles. » Dans la foulée, c'est Tajani, Antonio Tajani, donc, qui est le vice-président du Conseil italien, qui est aussi ministre des Affaires étrangères italien, qui lui-même a fait passer un communiqué de presse expliquant que l'Italie n'a jamais changé de position. Nous avons toujours soutenu la conclusion de l'accord. Donc d'une certaine façon, Giorgia Meloni, mais elle l'avait annoncé, elle s'est fait un coup politique sur le dos de la France pour se sortir d'une situation nationale. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle l'avait annoncé. Donc nous, d'une certaine façon, Français, on pense que cette volte-face italienne nous a précipités. C'est pas tout à fait le cas, c'est d'être un peu hypocrite. Moi, j'en tire pour ma part une leçon, c'est qu'en matière de politique internationale, c'est comme en amour, hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ça, vous valez mieux être seul que mal accompagné. On a mal compris l'intention de Giorgia Meloni quand elle a rallié la France mi-décembre. Écoutez, moi, je ne sais pas si on a mal compris. Je voudrais bien connaître la position de ceux qui engraissent les bovins et les broutards français. Parce que c'est eux qui sont concernés. C'est eux qui fabriquent la viande pour cette partie-là, en tous les cas, de l'Union européenne. Et je ne suis pas sûr que ces gens-là, qui ont peut-être voté le camp de Mme Meloni, revoteront pour elle. Après, je pense qu'il y a... L'agriculture italienne assez faible en réalité sur les bovins. On ne parle pas de l'agriculture italienne, on parle des ateliers d'engraissement, donc avec vocation industrielle d'engraissement des broutards français. Je ne suis pas sûr qu'ils soient dans ce domaine-là. Donc, moi, je crois qu'on assiste beaucoup à un jeu de poker menteur. La seule chose, sans doute, qui ne l'est pas, c'est qu'on s'en va vers une signature. Et d'ailleurs, ça me permet de répéter que le Parlement, sur un 50-1, a voté contre, à la demande du gouvernement, si j'ose dire, les accords du Mercosur, et que moi-même, qui ne suis pas LFiste, a voté pour la proposition. Vous le disiez, il y a quand même certaine unanimité de la classe politique française sur le sujet. Avant d'y revenir, justement... Après si vous me permettez, madame, le monde agricole, là, on parle des éleveurs bovins. Quand vous raisonnez pour quelqu'un qui, aujourd'hui, est viticulteur, il est très promoteur de l'accord du Mercosur. Et sans doute que les parlementaires qui étaient moins présents lors du vote de la résolution LFI sont d'ailleurs faciles à retrouver. C'est-à-dire que vous avez des gens aujourd'hui qui sont portés aussi par des intérêts divergents, parce qu'en fait, leur agriculture, c'est le vin. Et quand la Chine se referme, les États-Unis se referment, ils se disent on pourrait peut-être trouver des marchés en Amérique du Sud. Donc ma rigueur intellectuelle m'impose de vous dire cela. En revanche, moi je crois que le jeu de Mme Meloni, c'est un jeu de poker menteur. 45 milliards. Elle semble avoir gagné aujourd'hui. On verra demain. Emmanuel Macron s'en est félicité aussi des 45 milliards. Mais je n'en doute pas. Je salue les annonces de la Commission européenne. C'est le résultat de notre mobilisation et de mon engagement constant pour nos agriculteurs. Peut-être que les 45 milliards ne sont pas que pour l'Italie, alors. Non, c'est pas que pour l'Italie, non. Sur l'enveloppe globale. C'est l'enveloppe de Charlotte. On n'a pas la répartition. Et c'est pour acheter, d'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour acheter en fait tous les pays. D'ailleurs, ça me permet de dire que en février 2027, la renégociation de la PAC est terminée, ce qui veut donc dire que le futur président ou la présidente de la République ne pourra pas mettre les mains dedans. Ça va mieux en le disant, pour un thème de campagne présidentielle. Charlotte Murat, je voudrais qu'on parle des principaux intéressés, les agriculteurs. On a vu des cortèges de tracteurs qui quittaient le sud-ouest pour venir à Paris. Est-ce qu'on sait mesurer d'ailleurs ce mouvement de montée vers la capitale? Est-ce qu'on sait dire combien de tracteurs réussiront à atteindre Paris demain? C'est un peu la grande question là. À l'heure actuelle, je les ai en toute fin d'après-midi, début de soirée, ils étaient encore en train de négocier avec la préfecture de Paris pour trouver un lieu où manifester dans la capitale demain. Ce lieu se situerait aux abords de ce plateau éventuellement? Parce que la dernière fois, c'est là qu'ils étaient venus vers l'Assemblée nationale. Donc, et quant aux tracteurs qui sont montés vers Paris, certains ont réussi à s'approcher un peu proche de la capitale. D'autres les ont laissés en cours de route et ont fini en train, notamment les Corses. Il y a quand même des agriculteurs corses qui ont mis leur tracteur sur un ferry à Bastia
Vous avez entendu la coordination rurale qui est prête à prendre des sous-marins pour passer par la Seine. Voilà, c'est ça, et pas loin. Et bon, ils ont arrêté à Grenoble, enfin ils sont allés jusqu'à Grenoble quand même. Et donc là, ils finissent en train. C'est la grande question. Comment est-ce qu'ils vivent l'hyperactivité de Sébastien Lecornu ces derniers jours? Le Premier ministre a multiplié les réunions, il a même rassemblé 11 de ses ministres autour de lui, il a reçu les syndicats agricoles. D'une manière générale, la parole politique n'a plus tellement de crédit auprès des agriculteurs, donc voilà, c'est ça. S'il y a des annonces comme Arnaud Rousseau l'a dit, tant mieux. Il faudra après voir ce que sont ces annonces. Est-ce que ce sont des vraies annonces? C'est ça. Sébastien Lecornu doit faire des annonces vendredi. Mais de quelle nature, François Jolivet? Ça, il faut lui demander, parce que moi, je ne les connais pas. Ce que je sais simplement, moi qui suis d'origine agricole, je comprends les agriculteurs en lutte aujourd'hui qui manifestent dans ce domaine-là. Moi, je suis dans une circonscription, j'ai de l'élevage bovin. Voilà. C'est pas compréhensible pour eux. Alors quand on ajoute dermatose et puis se réforme de la PAC, dont on nous dit c'est moins 20%, puis après on entend c'est moins 23%, pour reconfigurer l'industrie allemande des voitures en industrie de guerre, comme l'a déclaré le chancelier allemand, ça interpelle un peu tout de même. Donc, et l'absence de visibilité, parce qu'en fait ils sont confrontés à 3 enjeux. Hein. Il y a certes l'enjeu de la concurrence internationale, mais notre agriculture était à une certaine époque très exportatrice, donc elle n'avait pas peur des enjeux internationaux. Elle était même les premiers à dire, eh bien venez, nous on saura vous battre parce qu'on est meilleur que vous. Donc après on dit on les défend tous, mais j'ai voté la loi du plomb. Eh ben, on s'est fait engueuler, mais ça, c'est un acte concret pour les défendre. C'était leur demande. Ils n'ont pas été entendus. Je sais qu'on peut avoir des points divergents, mais bien évidemment. Mais disons qu'on est, nous, l'Union européenne est moins sévère dans sa directive que la France elle-même. Donc c'était simplement de permettre ce qui se faisait partout en Europe. Donc après, on peut avoir des débats ad vitam aeternam, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se sentent pas entendus. Puis après, vous avez la dermatose. Donc là, on avait 67 millions de Français médecins durant la période Covid, et là, on a 67 millions de vétérinaires. Vétérinaires. Donc ça devient plus juste. On y a consacré toute une émission. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Avec des vétérinaires en plateau. Et avec des vétérinaires. Donc moi, j'ai tendance à croire les vétérinaires. Donc tout ça additionné, ce n'est pas lisible, quoi. Et ce n'est pas lisible. Quelles décisions prennent-ils pour investir ? C'est quoi leur vision à long terme? Comment se opère le renouvellement de génération? Là, on nous dit, en France, pour les bovins, c'est 1 400 000 tonnes de viande, on va dire, produits par an. L'accord du Mercosur, c'est 4%. Allez, on va dire que c'est un demi-steak par semaine, par Français. On pourrait se dire, c'est... Les chiffres précis. Voilà. L'accord prévoit un quota supplémentaire annuel pour toute l'Europe de 99 000 tonnes de bœuf sur un marché qui en présente 6 millions de tonnes. Voilà. 99 000 tonnes, ça fait 1,6% de la production totale. Ça fait un steak par an et par Européen. Mais ça veut dire que c'est aussi de la loyaux qu'ils nous envoient. Donc, ils ne nous envoient pas la bête en entier. Et puis après, c'est quoi les règles? Aujourd'hui, en Argentine, le Paraguay, les vaches sont dans les champs. Il n'y a pas de... L'Uruguay, non. Il n'y a pas de problème. Par contre, l'Argentine et le Brésil, je nourris avec en permanence des antibiotiques et je mets des hormones de croissance. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une caricature du débat autour de ce sujet? C'est-à-dire, à un moment, de toute façon, tout ça est interdit en Europe. Ça n'arrivera pas en Europe. Avec une clause de sauvegarde, mais j'ai cru comprendre que la clause miroir, aujourd'hui, n'existait pas. Non, mais... Et on n'est pas capable de détecter aujourd'hui les hormones et les antibiotiques. Moi, c'est le reproche que je fais au gouvernement français, à Macron là-dessus. C'est qu'en fait, il a surjoué le fait, regardez, je vais obtenir des clauses de sauvegarde. Il faut dire et répéter que ces clauses de sauvegarde, c'est du vent. C'est rien. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Non, c'est rien. On ne peut plus changer cet accord. Donc il n'y aura pas de clause miroir. Il faut vraiment comprendre ça. L'accord, il est figé. Et donc les pays du Mercosur, dans l'accord, ne veulent pas de clause miroir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les produits qu'on leur reproche d'utiliser et qui sont interdits dans l'Union européenne, devinez qui les revend? C'est nous. Moi, j'habite à Rouen. À côté de Rouen, il y a une usine BASF allemande qui produit des engrais chimiques, des pesticides, qu'ils vendent, qui sont interdits en Union européenne. On les produit dans l'Union européenne, on les vend à qui? Au Brésil. Et donc, ils les utilisent. Est-ce que vous croyez une seconde que les pays du Mercosur, quand on va leur dire « vous n'avez pas le droit d'utiliser ce produit-là, sinon on n'importe pas », va dire « mais vous foutez du monde, c'est vous qui nous les vendez ». Et en plus, donc, maintenant, avec moins de frais de douane. Non, en fait, c'est pour ça qu'il y a... En fait, pourquoi il est intéressant ce débat sur le Mercosur? C'est qu'il révèle nos ambiguïtés
et nos erreurs stratégiques. Et nos faiblesses. En fait, on a industrialisé, et ça c'est un choix politique, l'agriculture. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. On a décidé dans l'Union européenne de sortir d'une logique de souveraineté alimentaire pour faire de l'export. Vous l'avez dit. Et donc cette logique d'export, c'est que ce n'est pas à sens unique. C'est qu'on est rentré dans une logique surproductiviste qui a fragilisé dans notre filière agriculture-alimentation les agriculteurs. Par contre, on a créé des géants de l'agroalimentaire. On a créé des géants de la grande distribution. Mais les quand, Allemands, le gouvernement annonce lundi qu'un arrêté sera pris pour bloquer l'importation de denrées venues d'Amérique du Sud contenant des résidus de substances interdites en Europe comme le mancozeb ou le glufosinate, c'est du vent aussi, comme vous dites ? Mais ça, c'est des trucs qui existent déjà comme interdiction. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça une clause miroir. Les clauses miroirs, ça serait de dire... Mais là, on superpose des arrêtés qui seraient pris en France, et peut-être pas d'ailleurs valables à Bruxelles. C'est de dire que les règles qui s'appliquent dans l'Union européenne... s'appliqueront aussi dans les pays du Mercosur. C'est faux. Et même pire, l'accord du Mercosur, si nous venions à changer nos législations européennes, les pays du Mercosur auraient le droit de s'y opposer. De dire, comme ça va avoir un impact sur ce qu'on vous exporte, nous vous empêchons de légiférer sur ces interdictions. C'est ça qu'on est en train de faire. François Jolivet, une dernière question. Il y avait la grande question de la mobilisation des agriculteurs demain à Paris. Et l'autre grande question ce soir, c'est de savoir ce que va faire Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va signer pour ? Est-ce qu'il va signer contre ? Est-ce qu'il va s'abstenir ? Il va voter comme les autres. Et il a tant de voix, en fonction de la puissance de la France. D'abord, qu'il porte... C'est quoi le risque s'il vote contre ? Eh bien, au moins, il signale politiquement qu'il est défavorable. Quitte à se cornériser à Bruxelles. Ressembler à Orban et à la Hongrie, c'est ça, moi, ma question. Non, mais l'isolement aujourd'hui, manifestement, personne ne comprend cet accord. Le Parlement a 2 fois, à l'unanimité, ici, à l'Assemblée nationale, a voté défavorablement sur ce principe, en ne parlant d'ailleurs que d'agriculture, en oubliant tout le reste. Aujourd'hui, on fait le Mercosur sur l'agriculture, et il y a tout le reste. Ma rigueur intellectuelle m'impose de le dire aussi. Pour autant, ça veut dire que ce n'est pas compris. Et aujourd'hui, il y a de l'aéronautique, il y a des cosmétiques, il y a de la pharmacie, il y a des fromages, il y a du vin, il y a des fromages, il y a du vin, mais ça, c'est les désaccords, il y a les en poudre. Ça, c'est le désaccord au sein même des professions agricoles, qui cotisent tous à la MSA. Vous avez des gens qui ont des intérêts divergents. Maintenant, ce qui est certain, c'est que je ne vois pas comment le président de la République, ou alors il faudra qu'il fasse une vraie pirouette et qu'il soit compris. Vous parliez du risque de dissolution. Avant le Mercosur, il y a peut-être la... Je parlais du risque de censure. De censure, mais il y a peut-être la loi de finances aussi. Donc, on va y venir. Ce que je veux dire, c'est un tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Pologne et la France sont 2 pays affaiblis, puisque c'est eux qui bénéficiaient essentiellement des aides. Puisque vous parlez...